Qu'est-ce qui peut te faire le plus progresser comme développeur? Quelles sont les situations, les événements qui peuvent te permettre de franchir un cap en tant que développeur? Quelles sont les situations qui, moi, m'ont permis de franchir un palier en tant que développeur ces 5 dernières années? Quand je regarde en arrière, ces 5 dernières années, quelles sont les situations en projet ou durant mon temps libre qui m'ont permis de franchir un cap en tant que développeur? C'est le sujet de cette vidéo. À travers mon expérience, à travers les choses qui, moi, m'ont permis de franchir un cap en tant que développeur ces 5 dernières années, je vais vous donner des recommandations, des choses à faire, des manières d'aborder des situations en projet, en entreprise, ou alors des choses à faire durant votre temps libre qui peuvent vous faire franchir un cap significatif en tant que développeur. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas qu'à la fin vous me disiez bravo pour ton parcours. Le but de cette vidéo, c'est que je vous inspire à travers mon expérience. Certaines choses vont vous parler, d'autres moins peut-être. Le but, c'est simplement à travers mon expérience que je vous donne des conseils, des recommandations sur des manières d'aborder des situations en projet, en entreprise ou en dehors de l'entreprise, des choses à faire durant son temps libre qui permettent de franchir un cap en tant que développeur, d'augmenter sa bankabilité. Ça vous permettra peut-être de devenir un meilleur développeur. Qui dit meilleur développeur dit développeur capable d'offrir de meilleurs services à ses clients ou en entreprise. Qui dit peut-être meilleur freelance, en tout cas dit développeur avec une plus forte bankabilité, car c'est de ça dont il s'agit sur cette chaîne, même si c'est pas toujours très clair, on le sent au fond de nous, on mérite une bankabilité très élevée en tant que développeur, on le vaut bien. Alors, juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, puisqu'il y a pas mal de nouveaux visiteurs à chaque fois sur les nouvelles vidéos, moi je suis développeur depuis 5 ans, je suis développeur front-end freelance depuis 5 ans, j'ai travaillé avec pas mal de startups, des scale-up, des belles boîtes. Si tu fais une recherche sur mon CV, tu verras qu'il n'est pas trop mal. 5 ans d'expérience, c'est pas non plus énorme, je suis humble par rapport à ça, mais j'ai aussi connu beaucoup de développeurs qui avaient 10-15 ans d'expérience et qui n'étaient pas spécialement très très bons. Il y a différents types de seniors, et justement on va en parler dans la vidéo aussi, des différents types de seniors. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé en tant que développeur, j'ai commencé par des petites missions. J'ai fait quelque chose qui n'était pas forcément recommandé. J'ai commencé tout de suite en freelance. D'abord, j'étais développeur WordPress et ensuite, je me suis dirigé vers React et j'ai commencé par des petites missions sur React. Puis, à partir de 2 ans, qui est souvent le palier magique, j'ai pu accéder aux missions en régie. Donc, mission régie, mission long terme, donc payée à la journée. Et donc, quand j'ai commencé avec des missions en régie, tout de suite, le niveau était différent. Il y a vraiment une différence entre être dans des petites missions où, voilà, 1 mois, 2 mois maximum au forfait en plus, donc c'est pas à la journée, où on se soucie pas trop de tout ce qui est flexibilité, maintenabilité du code. Quand vous êtes en mission en régie, toutes ces choses-là deviennent vraiment importantes. S'il y a des problèmes de conception, qui c'est qui va les payer? Ça va être vous. Vous devez vous soucier de la flexibilité, de la maintenabilité du code. Sinon, qui va le payer? Ça va être vous, ou alors ça va être votre équipe. S'il y a des bugs restants dans votre application, qui c'est qui va les payer? Ça va être vous aussi. Il n'y a que en s'investissant à long terme dans un projet, quand on est aussi dans une équipe, qu'on progresse vraiment en tant que développeur. Ça nous oblige à être endurant, à mieux concevoir notre code, à apprendre à travailler avec les autres. Et s'il y a des problèmes de conception ou des bugs, c'est nous qui devrons les corriger, ou alors c'est les autres qui vont les payer aussi. Et donc ça nous oblige à devenir meilleurs. Certains salariés, par exemple, ne saisissent pas l'occasion de ces projets long terme dans lesquels ils sont pour devenir des meilleurs développeurs. Et donc forcément, ce sont des gens qui ne pourront jamais devenir freelance. C'est des gens qui se laissent porter par le courant un petit peu. Et dans ce cas-là, c'est des gens qui ne pourront jamais devenir freelance. Ils n'auront jamais la capacité d'offrir des services, des prestations de services à des clients. Ils ne sont pas capables de concevoir des solutions finies pour des clients. Donc attention, je ne recommande pas forcément de faire comme moi et de vous lancer directement en freelance en tant que développeur. Il faut savoir que commencer par des missions courtes quand on est assez junior, c'est quand même assez difficile. Je recommanderais plutôt de commencer par prendre un petit job, un petit CDI pour apprendre le métier, et après 2 ans d'expérience, vous allez intéresser les recruteurs pour soit d'autres jobs ou alors des missions en freelance. Mais il faut savoir qu'en freelance, le niveau est quand même beaucoup plus élevé. Vous êtes un prestataire de service en freelance. Là, vous devez livrer quelque chose de vraiment satisfaisant, de fini, si possible. Voilà, c'est la grosse différence. La deuxième chose qui m'avait permis vraiment de passer un palier aussi, c'est quand je suis arrivé dans les missions en régie, j'ai donc commencé à travailler avec des seniors. Quand vous travaillez avec des gens qui sont seniors, qui sont ingénieurs, qui ont plusieurs années d'expérience, beaucoup de projets réalisés déjà, avec ces gens-là, vous ne pouvez plus gruger.
C'est des gens qui vont vous montrer vos erreurs, vos failles, vos bugs, et donc ça vous apprend, ça vous oblige à devenir meilleur. Et aussi, chose importante, quand j'ai commencé à travailler avec des seniors, je les ai trouvés plus sympathiques que ce que j'avais imaginé. J'avais un peu peur d'eux, et en fait, beaucoup de seniors, beaucoup de développeurs sont quand même des gens assez sympathiques, toujours prêts à aider. Donc ce qu'il faut, si vous voulez progresser en tant que développeur, c'est apprendre à écouter. Faire un peu des fois le dos rond, voilà, accepter d'être critiqué. Certains développeurs un peu juniors, je trouve, n'écoutent pas assez. C'est vraiment un défaut. Donc écoutez, moi je trouve que c'est un super skill à développer. Je trouve même que c'est game changer. Si vous avez une capacité à prendre un peu sur vous, à encaisser, ah ben, vous allez vraiment beaucoup progresser. Alors c'est vrai que ça dépend le type de senior avec qui vous tombez. Il y a certains seniors qui, parfois, je trouve, manquent un peu d'éthique ou ont des standards assez bas. Ils ont certes beaucoup d'expérience, pas mal de connaissances, mais en fait, ils ne sont pas super bons dans la spécialité dans laquelle ils sont embauchés. Donc voilà, ça va être le senior qui a un peu tendance à embobiner, par exemple. S'il est à son compte, s'il est freelance, ça va être le senior qui a tendance un petit peu... c'est un peu comme le garagiste, vous allez chez lui, voilà, il y avait juste les pneus à changer, il va vous dire qu'il y a les pneus à changer, il y a le triangle à changer, il y a les freins à disque, ouais, il faudrait quand même les changer aussi. Donc voilà, chose qui peut vraiment vous faire progresser, c'est quand vous commencez à travailler avec des seniors de qualité, donc des gens qui ont voilà, une bonne éthique, des bons standards et qui connaissent vraiment leur sujet, car on peut avoir beaucoup d'années d'expérience, mais en fait ne rien maîtriser en particulier, en tout cas pas ce sur quoi on est embauché. Et donc il faut apprendre de ces gens-là. Quand vous êtes, si vous êtes dans un job ou en mission freelance, il faut profiter de l'occasion pour écouter, apprendre, ne pas tout de suite se braquer, faire un petit peu le dos rond, des fois quand on fait des erreurs. C'est vraiment quelque chose qui vous fera progresser en tant que développeur. Moi, j'estime que ça m'a fait pas mal progresser. Alors numéro 3, chose qui m'avait fait pas mal progresser et qui peut aussi vous faire beaucoup progresser, et je pense aussi qu'au bout d'un moment, même si vous ne le voulez pas, vous tomberez sur un projet comme ça, si ce n'est pas encore le cas, c'est travailler sur une code base dégueulasse. Ça a été le cas pour moi quand j'ai commencé dans les missions en régie il y a 3 ans, donc avant, pendant 2 ans, je faisais des missions courtes. Je suis arrivé sur un projet où la code base était vraiment dégueulasse et où il s'agissait de la refonte complètement, de tout restructurer. Et quand je dis dégueulasse, c'est-à-dire voilà, des milliers de fichiers, plein de codes morts, c'était du React, on n'était pas encore en React Hook, donc React en classe composante à l'ancienne, plein de codes obsolètes, plein d'endroits différents où sont placés des fichiers similaires, le CSS, vraiment beaucoup de fichiers de répertoire, des bugs aussi, des bugs à foison, beaucoup de bugs. Et donc travailler sur ce type de projet, vraiment c'est hyper formateur, ça vous oblige à apprendre à refactorer du code, à penser à long terme, à reprendre complètement le code, à le comprendre, à savoir le lire, à comprendre quels sont les problèmes qui existent dans le code existant, et ça vous oblige à apprendre à créer des solutions pour reprendre complètement la plateforme, puisqu'en fait quand vous rentrez sur ce type de projet où il s'agit de reprendre complètement la plateforme qui est dans un état désastreux, évidemment ce qu'on attend de vous, c'est que vous livriez cette fois une application qui soit cette fois bien conçue et qui puisse tenir à long terme. Il faut savoir que le projet en question dans lequel j'étais, je travaillais dans une entreprise de 30 personnes, qui dépendait d'une plateforme SaaS donc, et cette plateforme SaaS, elle était dans un état absolument désastreux. Elle avait été développée par une agence, voilà, petite agence du coin, dans laquelle plein de juniors étaient passés, et ils faisaient leur boulot, ils s'en foutaient un petit peu de la manière dont ils faisaient leur boulot, et je pense que c'est intéressant de rencontrer ce type de projet-là, ça vous apprend vraiment à refactorer complètement du code, et ça vous apprend donc à ajouter ce type de service dans vos capacités, donc, puisqu'en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de code base, de projets IT voilà, en France qui sont, ce sont souvent ce type de projets, ce sont des projets un peu dégueulasses, et ça vous apprend donc à développer ce nouveau service qui est reprise de code existant, puisqu'en fait dans les prestations il y a 3 types de projets, c'est soit vous faites de la reprise de code, reprise de projet, soit vous faites de la refonte, ou alors c'est restructuration. Donc si ça vous arrive que vous rencontrez ce type de projet-là, et je suis persuadé que ça vous arrivera, il faut saisir l'occasion d'apprendre au maximum. Là aussi, il faut prendre beaucoup sur soi, ça peut être assez douloureux, ça peut faire peur, ce type de projet, quand vous avez une code base complètement dégueulasse qu'il faut refactorer, il faut comprendre où sont les choses, on est un peu perdu, voire complètement perdu, mais on peut arriver à s'en sortir, tout est refactorable, et c'est super formateur pour les autres projets que vous aurez par la suite. Ça peut aussi faire un type de service à ajouter dans vos prestations, voilà, la capacité à restructurer, reprendre du code complètement de zéro, pour quelque chose cette fois de qualitatif, de propre. Donc si vous n'avez pas encore eu ce type de projet, voilà, saisissez l'opportunité, relevez le défi, c'est super formateur. Après ça, je vous garantis, vous serez vacciné.
Quatrième chose qui peut vous faire beaucoup progresser et qui en tout cas moi m'avait permis de passer un palier, c'est quand j'ai bossé dans une grosse scale-up avec 40 développeurs. Une boîte avec une forte culture tech. Alors ça peut être une scale-up, mais ça peut être aussi une start-up. Généralement, on va plutôt trouver des fortes cultures tech dans ce type de boîte, start-up, scale-up. Et il faut savoir que dans la plupart des boîtes en France, souvent la culture tech n'est pas terrible. Hein. On passe plus de temps à résoudre des problèmes de serveurs qui ne démarrent pas que à vraiment produire des fonctionnalités, à les concevoir, à quelque chose de qualitatif. C'était une boîte télécom, donc voilà, déjà très technique. Alors le niveau était disparate, mais au poste clé, les gens pensaient bien, c'était bien, vraiment c'était des bons. Management, CTO, l'architecte système, et il y avait quelques seniors ingénieurs qui avaient 10-15 ans d'expérience, et ceux-là, ils étaient solides comme seniors. Et donc de travailler dans une boîte avec ce niveau-là, ça vous permet de vous rendre compte de votre véritable niveau, de vos lacunes, ça vous permet aussi de les voir chez les autres, de comprendre ce qui ne va pas, et de comprendre qu'est-ce que vous pourriez améliorer, vous personnellement, pour mieux travailler avec les autres, et qu'est-ce que les autres devraient aussi améliorer. Ça vous permet de vous rendre compte de tout ce qui ne va pas quand vous travaillez dans une boîte avec une forte culture tech. La culture tech est bonne, voilà, il y a des gens qui pensent bien dans la boîte et qui sont au poste clé de décision. Et donc c'est après cette mission que je me suis mis à apprendre les fondamentaux en ingénierie logicielle, que je me suis dit qu'il vraiment, il fallait que je fasse le push là-dessus, que je les apprenne, que j'avais une bonne base, puisqu'en fait, on travaillait en agile. Il y avait 2-3 meetings par jour, donc agile dans les règles de l'art, hein, c'était en Scrum, avec des sprint planning, rétrospective, après les sprints, réflexion sur le backlog, voilà, sur les fonctionnalités qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on efface, qu'est-ce qu'on met en priorité, sprint review aussi, et quand je vous parle de sprint review, c'était sprint review, donc en fait, on avait l'équipe produit qui était installée dans un salon, vraiment un salon, et donc on faisait notre review devant eux, donc il y avait 15-20 personnes, le manager qui était là. Donc je dois dire que c'était un petit peu stressant, c'était un peu stressant pour tout le monde. On n'était pas toujours dans cette configuration-là. C'est après cette mission que je me suis dit qu'il faut vraiment que j'apprenne les fondamentaux logiciels, que je développe une base pour pouvoir travailler avec les autres, parce qu'il y a beaucoup de meetings dans lesquels j'étais, où en fait je passais plus de temps à écouter, j'étais à peu près sûr de comprendre de quoi les autres parlaient, et j'avais pas assez en fait de bagages pour pouvoir intervenir et vraiment participer pleinement à la conversation. Mais en fait, c'était un peu le cas aussi pour tout le monde dans l'équipe. Le niveau était globalement intermédiaire et on avait quelques seniors dans l'équipe qui fixaient le lead en fait par défaut, un peu pour les autres. C'était un peu eux qui décidaient pour les autres et nous on suivait. Si vous avez l'occasion d'entrer dans une boîte comme ça ou si vous pouvez faire le push pour entrer dans une boîte comme ça, après quelques années d'expérience quand même, il faut quand même avoir un niveau minimum. Malgré que, contrairement à ce qu'on peut penser, travailler dans une scale-up, c'est pas que travailler avec des développeurs qui ont des niveaux super élevés. C'était assez stressant de bosser dans une boîte comme ça, quand vous avez 2-3 meetings par jour, parfois 4, des fois avec différentes équipes, parfois des sprint reviews. Juste après la sprint review, parfois vous avez le sprint planning, qui est pour la suite, ou la rétrospective. On regarde qu'est-ce qui est allé et qu'est-ce qui n'est pas allé dans le sprint précédent, dans la manière de travailler. Après sprint planning, donc voilà, estimer comme ça en quelques minutes comment on va réaliser les fonctionnalités, combien de temps ça va prendre. C'est un challenge qui est assez relevé quand même. Dans ce type de boîte, que vous sachiez coder, pour que vous vous rendiez compte en fait du niveau requis, en fait, on s'en fout un peu en fait. On se doute bien que vous sachiez coder. Ce qu'on veut, c'est que vous résolviez des problèmes, que vous sachiez travailler avec les autres, que vous créez de la valeur ajoutée. Donc voilà, quand vous avez un niveau qui n'est pas super élevé et que vous vous retrouvez dans une forte culture tech, vous vous rendez compte de toutes vos lacunes, vous les voyez aussi chez les autres. Vous ne pouvez plus être un pisseur de code, ce qu'on veut, c'est que vous résolviez des problèmes et que vous ayez une capacité aussi à apprendre vite quand vous ne connaissez pas des frameworks, que vous avez besoin d'apprendre des choses. La culture est bienveillante dans ces startups souvent, mais il y a clairement du challenge à revendre. Cinquième chose qui peut vous faire passer un cap en tant que développeur, c'est vous isoler pendant quelques jours et apprendre à maîtriser complètement votre stack, par exemple, front ou back, à maîtriser des technos modernes et à faire fonctionner tout ça ensemble. Avant cette grosse mission, dans cette grosse scale-up que je vous avais parlé juste avant, dans cette mission, on avait mis en place de la clean architecture et donc c'est la première fois que j'étais confronté à ça. Et après cette mission, j'avais encore beaucoup à apprendre sur le sujet et ce que je vous recommande, c'est de vous isoler pendant quelques jours et de creuser vraiment un sujet. En mission, on n'a pas forcément toujours le temps de s'isoler et vraiment de réfléchir dans sa cave à comment maîtriser la stack, les subtilités, comment tout ça fonctionne, vraiment bien penser comment tout ça fonctionne, bien comprendre. Et c'est ce que je vous recommande de faire, de vous isoler pendant quelques jours. Moi, ça avait été pendant 6-7 jours.
je me suis enfermé dans ma cave et j'ai appris à maîtriser la clean architecture avec toutes les subtilités. Donc voilà, c'était avec du TypeScript, du Redux Toolkit, comprendre comment ça fonctionne avec la synchrone, comment on fait du redéclenchement d'événements quand des événements sont déclenchés, apprendre à mettre la partie testing dessus, puisqu'en fait pour tester une application, il faut qu'il y ait une bonne architecture, sinon en fait on ne peut pas la tester. En freelance, c'est vraiment idéal parce qu'en fait en intermission, on a plus ou moins de jours, des semaines ou plus, ça dépend de nous en fait, où on peut se former et apprendre à maîtriser des choses qu'on a vues précédemment dans l'émission, à les creuser, à essayer de maîtriser sa stack, à essayer d'aller plus loin pour vraiment maîtriser son sujet et ensuite se projeter vers des missions où en fait cette fois on va pouvoir proposer ce service et vraiment le maîtriser, savoir argumenter dessus et donc avoir un meilleur TJM. Vraiment l'avantage d'être en freelance, c'est vraiment un super avantage. Donc ça peut être aussi par exemple, dernièrement dans une vidéo je parlais de Stencil.js, de comment créer des UI kits avec Stencil.js. Après ces quelques jours intenses, vous pourrez ensuite proposer ce service donc à vos clients. Donc typiquement, vous savez que idéalement ça se fait en freelance, hein. Encore un des avantages d'être en freelance. Donc voilà, super truc pour devenir meilleur développeur, s'isoler dans sa cave pendant quelques jours pour maîtriser une stack ou un problème particulier, comprendre vraiment comment fonctionnent les choses, ce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de faire quand on est en mission, puisqu'en fait on est pris par les événements, on a toujours des meetings, on est toujours pris. Là, quand on se pose, on a l'occasion en fait vraiment de creuser les sujets. Et il faut savoir aussi que pour apprendre vraiment les choses, pour les assimiler, c'est pas en passant le maximum de temps dessus qu'on apprend les choses. C'est quand on se pose sur un sujet et qu'on se focalise de manière vraiment intensive. Le fait de se focaliser pendant quelques jours de manière intensive sur un sujet, dans sa cave, quitte à en oublier les repas, vraiment ça va vous faire progresser sur ce que vous bossez, hein. Peut-être votre stack, peut-être développer une autre stack, front, back, peut-être développer des nouveaux services, coder un projet un peu bidon, c'est quelque chose qui peut vous faire beaucoup progresser. Ça avait été le cas pour moi il y a quelques temps, je m'étais mis à apprendre la clean architecture après cette mission en scale-up, et c'est vraiment de creuser le sujet, et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu décrocher une mission dans une startup où je devais faire de la restructuration, et j'avais proposé de la clean architecture, et donc j'avais fait une super mission, c'était parfait quoi. Numéro 6, ce que je vous recommande pour passer un cap en tant que développeur, si ça n'a pas été déjà le cas, c'est de vous plonger à fond dans Coding Game. Peut-être que vous connaissez déjà, ça avait été le cas pour moi. J'avais jamais vraiment creusé la problématique des résolutions de problèmes avec du code, et donc je me suis rendu compte que je devais vraiment creuser aussi ce sujet après cette mission en scale-up dont je vous ai parlé juste avant aussi, où je me suis dit que je devais apprendre les fondamentaux logiciels donc, et dans les fondamentaux logiciels il y a donc l'algorithmie. Et donc l'algorithmie c'est quoi? C'est de la résolution de problèmes. Donc ce que je vous recommanderais, si vous n'avez jamais touché à Coding Game encore, ou alors ce genre de plateforme pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes d'algorithmie en fait, c'est de passer quelques temps dessus, peut-être 2-3 mois, et puis d'essayer de résoudre comme ça des problèmes un peu chaque jour, pour essayer de devenir meilleur en algorithmie. Il faut savoir que dans les tests techniques, souvent vous avez des questions sur ça, vous avez souvent une question d'algorithmie, et donc l'algorithmie c'est quoi? C'est de la résolution de problèmes. Il faut savoir qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Après quelques jours, vous savez qu'au début c'est un petit peu dur, mais on peut commencer à s'en sortir, puis ensuite à terminer les exercices, et donc aussi ça vous apprendra le fait d'avoir une capacité à résoudre ces exercices, ça vous apprendra à être prêt à tout ce qui peut vous arriver dans la figure quand vous êtes en mission ou dans votre job. Le fait que vous sachiez résoudre des problèmes, que vous avez une capacité à les résoudre, ça vous permettra d'être plus confiant. Vous savez qu'à n'importe quel moment, si c'est en daily, même par exemple, qu'il y a quelqu'un qui vous sort un gros problème, vous dites « Ah oui, mais ça, moi je peux le résoudre ». Vous savez que vous avez une capacité à ça. Et donc voilà. Donc voilà pour mon retour d'expérience sur 6 situations, 6 manières d'aborder des fois aussi les projets pour devenir un meilleur développeur. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce qui a pu vous aider à progresser en tant que développeur, qu'est-ce qui vous a permis de passer un palier comme ça, quels ont été les moments charnières dans votre carrière de développeur, et aussi si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites développer ta bankabilité de développeur, si tu souhaites mieux te vendre, j'ai lancé il y a quelque temps une newsletter. Allez, c'est une nouvelle newsletter, il y a 3 numéros. Le dernier numéro, il s'agit de comment j'ai décroché une mission de 4 mois en freelance pour 40 000 €. Je t'explique comment j'ai mis ça en place, quel était le contexte du projet. C'était le numéro 3 de la newsletter. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Et c'était Julien, je te dis à la prochaine, salut!